Hey baby, wake up from your sleep. We have arrived onto the future and the whole world is become electronic, supersonic, supersonic, electronic. Bonsoir et bienvenue dans Electronique et vous, épisode 50. Je suis en compagnie de Cyberfun. Bonsoir Cyberfun. Bonsoir les gars. Et bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir tout le monde dans la chatroom évidemment, et tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Je voulais commencer cet épisode en parlant d'un truc qu'on a fait dans le dernier EV-Off, qui a eu lieu tôt dans la semaine. J'ai unboxé mon nouvel oscilloscope professionnel numérique à 4 voix. Je voulais juste en parler vite fait parce que pour une fois je l'ai mis sur YouTube. En fait les EV-Off normalement sont des streams que je fais en dehors de l'émission d'EV, un peu n'importe quand, un peu quand ça me prend, quand j'ai des trucs à faire, juste voilà, en live entre nous, sympathique. Seulement ici, il se fait que j'étais en compagnie encore une fois de Monsieur Cyberfun ici présent, et que j'ai trouvé après coup que finalement c'était sympathique pour ceux qui se posent la question de quoi qu'est-ce, et comment ça se passe, et comment ça fonctionne, et comment on calibre, comment on le teste, et bazar. Du coup, voilà. Du coup, je me suis dit, tiens, celui-là, je vais le publier sur YouTube. Alors, pour pas déranger les habitudes, j'ai foutu ça dans une playlist à part, une playlist bonus. Voilà. Donc ça dure 1 heure, on déballe, on teste, on calibre les sondes. Sous l'impulsion d'ailleurs de ce Cyberfun. Et on va vous mettre le lien dans la chatroom ici si vous l'avez pas déjà vu, mais je pense que dans la chatroom ils l'ont vu, mais je vous mettrai le lien sur YouTube en description de l'épisode, parce que n'hésitez pas à aller voir ça, voilà, c'est un peu un autre format, mais ça vaut quand même le coup d'œil. C'est une belle bête, hein. C'est une belle bête, hein. Je suis très content de cet appareil, sans déconner, je suis très content. D'autant plus pour une autre fonctionnalité que vous verrez plus tard dans cette émission-ci, c'est que je peux vous partager la capture. Ah oui. Ah oui, alors avec un bémol. C'est-à-dire que quand je le branche, donc il est branché au PC, quand je décide d'utiliser le logiciel pour afficher les résultats sur le PC et que je vous le capture pour vous mettre dans le setup, il y a un désavantage, c'est que du coup il capture beaucoup moins vite les informations et que je suis obligé de faire le moindre changement, le moindre réglage sur le PC, et non plus les boutons de l'oscilloscope ne répondent plus en fait. Ah. Donc pour moi c'est pas hyper pratique, mais par contre pour vous montrer quelque chose, ça va être hyper pratique. Voilà. Ça fait toujours plaisir en passant, n'est-ce pas? Ok. Dis, c'est la 50e, il faut déboucher la bouteille. Hein. Oui, bien sûr. Bon, non, je rigole parce que je regarde la chatroom. On lit pas souvent la chatroom dans les électroniques et vous eux-mêmes. En fait, on la lit entre nous, mais on lit pas vos messages à haute voix. Et là, ce soir, par exemple, on sait pourquoi. Mais merci les gens. Bon, déjà un clip. Je voulais vous parler aussi de quelques petits achats que j'ai fait qui sont en fait un peu what the fuck. Là par exemple ici, vous voyez ce que j'ai à l'écran, j'avais besoin de petits connecteurs tout à fait classiques pour breadboard, parce que je dois en foutre quelques-uns en Corrèze pour me faire un minimum de setup EV utilisable là-bas, donc il m'en refaut ici. Et ici j'en ai trouvé un lot de 65 pièces comme ceci, à 1,89€ sur Amazon, livré. C'est quasi pour rien. Ouais, c'est ça, j'ai vu ça, j'ai dit, c'est un scam ou on reçoit quelque chose pour ce prix-là? Tu vois, 1,89€ livré, tu peux mettre le lien dans la chatroom, je le mettrai sur YouTube aussi. C'est monté, alors attention, il y a eu une augmentation de prix, c'est augmenté à 1,91€ ces jours-ci. Oh là là. Oh là là, ça fait On va être ruiné. On va être ruiné. Mais bon, bref, voilà, c'est du matériel de base, mais tu te dis, ok, c'est vachement moins cher que la normale. Et puis alors le deuxième truc dont je voulais parler, en fait le truc c'est que c'est dans la même veine des prix incompréhensibles, c'est que je voulais des éponges pour mon fer à souder, des éponges comme ceci là, vous voyez, taille tout à fait conventionnelle qui va bien se loger en général sur les reposes fer à souder. Et ces éponges là, c'est vrai que quand vous recevez le fer à souder, elles sont pas comme ça, elles sont hyper plates, hein. Vraiment hyper méga plates. Mais quand tu les mouilles. Oui, quand tu les moules, ça, voilà. J'en ai trouvé ici. 10 pièces, 10 éponges comme ça, donc autant dire que j'en mets 5 en Corrèze, 5 ici, j'en ai pour ma vie. Ah oui. À 59 centimes d'euros livré. Oh.
Voilà. Voilà. Donc je voulais en parler parce que je me dis, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Comment est-ce seulement possible? Comment est-ce seulement possible? C'est parce qu'elles sont écrasées. Mais non, mais même, je veux dire, même, alors, imaginons, alors, je fais des hypothèses. Genre, les éponges sont gratos, ils les payent pas, tu vois? Je vais encore bien imaginer. Ils reçoivent les enveloppes gratos, bref, ils ont tout gratos, soit. Même comme ça, même dans une hypothèse délirante, 59 centimes livrés, moi, quand j'envoie une bête lettre de moins de 20 grammes en national, ça me coûte plus que 59 centimes. Alors, tu m'expliques comment ça vient de Chine pour 59 centimes livrés? C'est en Belgique ici. Mais non, mais même, et tu crois que les timbres sont moins chers en France? Bah, ça vient des Chinois. Mais jamais t'as un timbre pour 59 centimes. Tiens, Nico Poppy a dû acheter des timbres récemment pour qu'on puisse envoyer les stickers de Studio Renegade. D'ailleurs, comme il est sincèrement, foncièrement radin, il a acheté des timbres... non, ça y est, je parle mal. Il a acheté des timbres gris, là, les timbres livraison super lente. Alors, Nico Poppy, s'il te plaît, dis-nous dans la chatroom combien tu as payé par timbre. Parce que j'aimerais vraiment comparer à ces éponges venues de Chine, 59 centimes livrés. Voilà, il a payé 70 centimes le timbre. Alors tu m'expliques comment c'est possible ça? Voilà, je voulais en parler parce que quand même, je trouvais ça assez ouf. Bon alors là pareil, attention, il y a eu une grosse augmentation de prix, vous allez souffrir. Maintenant ces 10 éponges sont à 79 centimes livrés. Ouais, mais bon. Là, vous payez le prix du timbre. Quand même, il y a l'effort, tu vois. C'est un timbre à lécher ou c'est un timbre à coller? Alors, l'histoire ne le dit pas. Mais ce qui me fait rire quand même, c'est que ça puisse exister. Après, bon, il y a quand même autre chose, c'est qu'on parle pas de tarifs lents, là. On parle de tarifs extra méga lents. C'est-à-dire, on te dit livrer entre 2 et 5 semaines. Démerde-toi dans ce créneau, tu vois. Mais le temps que le bateau arrive. Parce que, ok, c'est transporté par porte-conteneurs avec des conteneurs remplis de bordel venant de Chine et c'est pas très cher, je suis d'accord. Mais une fois arrivé en Belgique ou en France, il faut que la poste locale prenne en charge le truc et vienne le livrer. Et elle fait ça pour moins cher que le prix d'un timbre pour une simple lettre? À mon avis, c'est les gros... ceux qui importent des grosses pièces qui payent pour tout le monde. Pour les petits. Ah! Tu crois qu'il y aurait un package global que China Post paierait par exemple à Bipost ou... Bah, je suppose, hein, parce que il n'y a pas que des conteneurs avec des petits trucs à livrer. Il y a des gros conteneurs où il y a des grosses pièces dedans, donc les grosses pièces, évidemment, doivent coûter, donc... Il y a Moriarty qui nous dit non mais en Chine, oui le timbre est moins cher, ça je veux bien croire, et avec les effets des accords internationaux, tu as les éponges pour rien. C'est quand même assez hallucinant. Ce que tu n'as pas... Quoi? Ils servent des éponges pour gâter, pour caler les gros colis. Oh, sympa ça. Oui, c'est une explication. C'est une explication, pourquoi pas. Et encore, oui, je suis pas allé dans les moins chers, des moins chers, parce que je suis passé quand même par le marketplace d'Amazon. C'est pas comme si j'étais été chez AliExpress ou une de ces boutiques chinoises où on paye tout hors taxe. Mais quand même, je me dis ça, c'est... Et alors ça, c'est le genre de truc que j'ai commandé plus par curiosité qu'autre chose, hein, en me disant, est-ce que je vais vraiment recevoir quelque chose un jour pour 59 centimes? Ah bah oui. Bah oui. Bon après, voilà, il a fallu le temps, mais quand même, c'est un truc de malade. Ouais, bon, soit. Plus utile que le papier bulle, ah oui. Alors, je suis désolé de vous gonfler avec mes questions existentielles, mais ça fait du bien d'en parler, parce que quand même, c'est très perturbant. Mais pour la suite, je vais laisser la parole à mon cher Cyberfun, ici même, qui veut nous parler de quelque chose. Dis-nous tout. On va parler aujourd'hui de l'interface Wellman. C'est un produit très connu, Wellman. Wellman. Les kits, mais sens. oui, il faisait des petits kits et tout. Je me souviens avoir monté un sapin de Noël clignotant. Wellman. Ah, tu l'as fait aussi, toi. Mais tous les bricolos connaissent les kits Wellman, laisse tomber, quoi. Donc, c'était une interface à l'époque qui permettait, entre autres, de transformer un simple ordinateur en automate programmable.
Un petit peu comme on le fait avec l'Arduino, mais en version un peu plus conséquent, puisqu'à l'époque, l'Arduino, notre célèbre italien n'avait pas eu cette idée. Tout à fait. Mais Vellman a eu l'idée d'en pondre une, qui était assez pas... C'était bien cette idée. Là. L'avantage ici de la Vellman, c'est qu'on n'a pas de tension d'entrée spécifique à respecter. Du moins, jusqu'à 24 volts. Ah, c'est plus large que l'Arduino, parce que l'Arduino, les bornes incluent un régulateur, mais tu vas quand même pas jusqu'à lui donner du 24 volts, faut pas exagérer non plus. En fait, t'as 16 entrées, 2 x 8, enfin, entrée ou sortie. Et le couplage que tu fais une entrée ou une sortie, c'est un optocoupleur que tu déplaces de support. D'accord. L'optocoupleur isole totalement la carte du signal d'entrée. Je devrais peut-être montrer la carte, on va peut-être mieux se rendre compte. Oui. Est-ce qu'on voit les autos? Ah oui, on voit en fait. Oui, il y en a un sur deux en fait. Haut, là. Oui. Il y en a un sur deux. Donc, quand on le configure en sortie, c'est vers le haut. Tous ceux qui sont vers le haut, c'est des sorties. Et tous ceux qui sont vers le bas, c'est des entrées. Donc, on pilote ça avec l'entrée-sortie fil sur les bornes tout au-dessus. Ouais. Donc tu peux avoir, mais quand tu le programmes, en fait, avec l'Arduino, parce qu'on peut le réutiliser avec l'Arduino, mais ça je viendrai après. Il y a une procédure de programmation un peu spécifique avec cela. Donc tu as déjà ça qui est isolé, et l'ordinateur est évidemment isolé aussi avec des optocoupleurs à l'entrée. Oui. Le signal de programme, enfin, le signal qu'ils utilisaient à l'époque était déjà le IKRC, transmission série, sur un port parallèle. Ouais. Tiens, tu dis IKRC, toi? Bon, ça dépend, j'ai pas dit I2C, IKRC. C'est-à-dire que j'ai toujours vu à l'écrit, donc moi j'ai eu tendance à dire I2C, mais je ne sais pas comment ça se prononce. Bon, ouais, tu peux dire I2C, c'est pas... En tout cas, ce que je remarque, c'est que ça fait une différence notable avec l'Arduino, sur lequel tu dois définir logiciellement qui est une entrée et qui est une sortie. Ici, c'est sur la carte, quoi. Ici, c'est sur la carte, mais logiciellement, tu dois dire évidemment au circuit intégré qui est une entrée et qui est une sortie de la programmation. Aussi, oui, d'accord. Oui. Ici, ils ont mis des optocoupleurs pour justement qu'on puisse utiliser des tensions qui ne soient pas des 5 volts. Ouais. Tu vois, c'est n'empêche. Ouais, il y a que la partie analogique qui là reste en 5 volts. Quoique. Ah bah oui, mais ça. Quoique. Il y a la partie analogique digitale qui, elle, pourrait supporter un peu plus haut. Suivant le calcul de résistance qu'il y a... Mais ça, ils indiquent ça dans la documentation technique de calculer l'ensemble de résistance pour atténuer les tensions d'entrée. Après, c'est à toi, sinon, c'est à toi à faire un peu d'électronique derrière, un minimum pour rehausser ça, quoi. Ton signal analogique, ça se fait aussi, hein, mais bon. C'est vrai qu'il y a un côté pratique. Alors le côté pratique aussi, c'est le mode programmation quand tu connectes ça à ton ordi. Bon, à l'époque, on n'avait pas encore les Windows très évolués. Donc en logage de programmation, tu avais un peu de tout. Ouais. Alors dis-nous, fais-nous rêver. Alors, je reviens là-dessus. Alors, c'est contrôlable par le Turbo Pascal, le Qt Basic, Visual Basic, Delphi, C++, Windows, soit MS-DOS, 3.11, 95, 98, ME, XP, 2000, ça tourne. Donc, t'as une plage assez large de programmation, mais une fois que tu avais téléchargé la documentation technique, tu avais toutes des procédures déjà préparées. Hein. Attends, c'est quoi la puce au fait que je montre là, ici, la TDA 8444P? Alors, le TDA 84... Ah, ça fait partie des illustrations que tu m'as données. Oui, mais j'ai pas tout sous les yeux. Le 84, c'est le... Une Philips, tiens. C'est le... Ah merde, j'ai l'image trop petite. C'est bien, tu es en train de vivre ce que normalement Valguard fait avec moi. Genre le petit bout que j'ai pas bien potassé. C'est un des deux convertisseurs qui est en dessous. En dessous. Ah oui, d'accord. Je vois pas la référence. Là, tu vois la référence. Ouais, attends. C'est quoi que tu m'as dit, le TDA 8444P. 44P. Ah, moi, tu me montres une puce, une photo de puce en gros plan, je suis curieux, je veux savoir ce qu'elle fait.
Oui, bah attends, je vais te le dire. C'est un... Oh là là, donne-moi la doc. Donne-moi la doc technique. Ah non mais c'est chiant parce que de nos jours on a quand même la chance d'avoir des sites qui référencent toutes les documentations techniques, mais la malchance qu'on a de nos jours c'est qu'on a aussi énormément de sites parasites qui font semblant d'avoir les documentations et qui n'ont rien à vous proposer. Quelle perte de temps. C'est un convertisseur digital analogique Ah bah voilà. avec une résolution de Classique. 6. Classique Voilà. sur ce genre de truc évidemment. Donc celui-là, il permet de mesurer des vies. Ah non, c'est toi qui fais ton sujet, hein. Oh là là, je me mêle pas de ça, moi. Oh là là, je pédale moi aujourd'hui, c'est grave. Hein. C'est des sorties. Ah oui, des sorties digitales analogiques. Donc, il permet de générer une tension entre 0 et 5 volts sur 8 canaux. C'est quand même sympathique, hein, comme petit circuit intégré, ça. Oui. Ah, C'est- Moriarty nous dit, pas de COBOL, je suis déçu. Mais moi, j'ai entendu Delphi, j'ai entendu Quick Basic, je suis content. Tu vois, ça me rappelle Mais, des trucs. mais il peut tout à fait être adapté. Hein. Tant qu'on respecte les signaux les signaux à l'entrée. Mais bon, voilà, maintenant. Mais c'est on l'ordinateur dirait qui fait le boulot, du coup, quoi. que- Oui, voilà. C'est Ça. un peu le. D'ailleurs, il était vendu avec une option, un système que tu pouvais mémoriser ton programme dessus. Ah, Ça permettait de tourner autonome hors PC. voilà, donc une carte que tu rajoutais, j'imagine, à gauche de cette carte, voilà, par le port. C'est quoi, c'est série ou parallèle, d'ailleurs? Il y a les deux, on dirait. Attends, laquelle que tu veux? La carte principale. Ici. Sur la gauche, Mhm. c'est des ports des ports parallèles. des C'est LPT. deux parallèles qu'il y a? Ouais. Tiens, c'est Deux ports rigolo, pourquoi parallèles. ils en ont mis Parce deux que- là-dessus? Parce que tu pouvais brancher ton imprimante à la sortie, évidemment, sans modifier. Oh non, c'est vrai qu'on chaînait les trucs à l'époque. Et quand Ouais. tu utilisais la programmation, tu avais le select, Mhm. la sortie select qui permettait de sélectionner soit l'imprimante ou soit la carte. Super. Mais non, c'est vrai que les ordinateurs n'avaient pas 45 ports parallèles, hein. Faut pas, t'en avais un et basta, quoi. Ouais. Quand tu ne le grillais pas, ça allait. Voilà. Mais à l'époque de ça, il était encore rare de trouver des ports parallèles qui étaient intégrés sur les cartes mères. Donc on changeait la carte PCI, au revoir, merci, et on Ouais. redémarrait autre chose. C'était pas si grave non plus. Tu Non, nous as non. mis tout un tas d'autres illustrations ici. D'ailleurs, ici, un petit schéma. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Eh ben, justement, C, Slave Receiver. Ok. c'est le TDA 8444. Ah bah oui, voilà, c'est son Son schéma schéma de interne. fonctionnement interne, d'accord. Bah là, on aurait eu la réponse, tu vois. On reçoit le bus I2C et on a des digital to analog converters en bas. Hop. Et bah voilà. Voilà. Mais du coup, tu as une autre code qui arrive parce que tu m'as mis un autre circuit intégré. Alors le 8574, je le connais bien. Celui-là, c'est celui qui s'occupe des entrées-sorties. D'ailleurs, il y en a deux sur la carte. Mhm. Donc tu as de ce périphérique-là, tu as 8 entrées ou sorties programmables à souhait comme tu as envie qu'elles soient. D'accord. Il y en a deux, donc ça permet de gérer 16 entrées sorties sur la carte. C'est généreux, ça, quand même, déjà. Normalement, si tu as l'illustration suivante, tu as le schéma interne. Voilà, alors voyons voir ça. Le truc de jeu, LP Fighter, Input Fighter, IDC Bus Control, Shift Register, IOPOR. Voilà. Voilà, tout simplement. Ouais, 8 sorties, toujours la des- transmission série, les 3 A0, A1, A2 pour sélectionner l'adresse. Serial Et, clock, serial data. Voilà, Voilà. c'est tout simple. C'est tout con. Oh ouais, c'est... Ils ont fait quelque chose de simple, Je suis sûr que ils ça sont se pas très fabrique... compliqués. Je suis sûr que ça se fabrique encore ces circuits intégrés. Les trucs Oui, oui. simples et efficaces comme ça, en général, ils sont fabriqués depuis très longtemps. Et pour te dire l'utilité de ces cartes, parce que bon, j'en ai deux, comme ça. C'était au début qu'on parlait, un petit peu avant les imprimantes 3D. On parlait déjà des modules CNC et tout ça que les gens réalisaient Oui. soi-même. Et on partait déjà sur un système comme ça pour gérer une machine. D'accord. D'accord, on partait là-dessus. C'est un peu logique quelque part. Bah, c'est l'ancêtre de l'Arduino, donc voilà, il fallait bien trouver un système pour pouvoir gérer la machine et le déplacement de moteur. Ça fait le même. En fait, ça fait nostalgie tout ça. Bah alors, le truc qui m'emmerde, c'est le côté dépendre d'un ordinateur pour faire ça, mais.
Mais ouais. Mais si tu remets la carte, tu vas voir que sur la droite, il y a un tout petit connecteur. Ah, bon, maintenant, on va continuer. Alors, il y a un tout petit connecteur à 3 broches. Tu vois, tiens, oui, qu'est-ce que. J'arrive pas à lire par contre. GND. Ah, Serial Clock, Serial Data. Voilà. Ce qui permet de raccorder un Arduino et de piloter tous les circuits intégrés. Ah, mais c'est beau ça. Et donc, l'Arduino. Le truc peut encore s'utiliser avec du matériel tout à fait moderne, quoi. Oui, je le fais couramment, ça d'ailleurs. La dernière mise en fonction de ça avec un Arduino, c'était une table de bingo. Tu vois, les bingos de café. L'électronique était grillée et j'ai remis une table de bingo avec un système comme ça. Classe. Ah ouais. Et Bah c'est l'avantage que tu as les sorties que tu peux utiliser avec n'importe quel Arduino d'ailleurs, hein, qu'il soit Uno, Mega, n'importe quoi. Il n'y a pas de restriction tant que tu as un signal I2C. Ah bah oui. Ouais. Bah oui, Parce que tu n'as juste que 4 adresses à adresser différemment suivant ce que tu as envie d'aller lire ou d'écrire dans les registres de composants, quoi. C'est quand même rigolo ça. Et t'as ça sous la main chez toi, celle-là, hein? Encore? Ouais. Ah ouais, j'en ai encore. J'en ai encore 2. 2? La vache. T'avais fait du stock à l'époque ou quoi? Non, mais je voulais à l'époque lancer la machine CNC et puis bon, j'ai pas le temps de réaliser le tout et voilà. J'ai gardé mes cartes. Et je me dis un jour, bah, c'est tellement rigolo que tu puisses foutre un Arduino là-dessus. Ça, c'est la simplicité de chez Wellman. Ils ont jamais cherché à prendre des composants, comment je vais dire, des composants un peu exotiques. Voilà. Mais non, c'est vrai. Les kits Wellman, c'était simple, efficace. Ils te livraient les schémas, les composants. Voilà. C'était jamais. C'est vrai que c'est comme tu dis, c'était jamais des trucs exotiques. Tu pouvais coupler avec cette carte des moteurs par à pas, des cartes de commande de moteurs par à pas, qui étaient gérés par des pics. Les pics basiques. Non, les pics tout court. Oui, mais il y a eu des pics basiques, tu sais ça. Ça faisait un peu comme des Arduino que tu programmeras en basique. Ouais, exactement. C'était un peu lourd, je trouve. Programmer, c'était un peu relou quand même. Hein. Quand tu programmes des Arduino maintenant... Déjà, un pic classique, un pic normal que tu prends et que tu veux mettre en service, bon conseil, c'est si tu ne le connais pas, tu as de la lecture à faire de la doc technique. Hein. Parce que la configuration des registres d'entrée-sortie, les convertisseurs et tout ça, ça demande pas mal de temps à assimiler pour que le programme fonctionne correctement. Mais c'est vrai que l'Arduino, ça a été l'explosion de... C'est une telle facilité quand même. Si l'ami italien, là, ils auraient pas eu cette idée-là, bon, on n'en serait pas encore arrivé à ce qu'on fait aujourd'hui avec. Hein. C'est une belle découverte. Attends, on va passer à la colle suivante. Qui c'est-il que celui-là? PCF 8591P. Celui-là, c'est l'entrée analogique. C'est que du Philips, hein. Il y a que du Philips. Il y a eu que du Philips dessus. Ça, c'est les entrées analogiques avec une conversion digitale. D'accord. Donc, oui, bon, c'est donc celui-là. Il y a 6 canaux, je pense, si j'ai bonne mémoire. Passez à la suivante. Oui, on va voir le schéma interne. Donc, on a quoi? Serial Clock, Serial Data. Et les entrées. Ah non, il y en a que 4. 2, c'est les entrées 3. C'est les 3 entrées, non? Il y en a que 4. Non, c'est AI, AIN 0, 1, 2, 3. Ah, c'est ceux-là les entrées AIN? Ouais. Ok. Bah, c'est quoi A0, A1, A2? Alors, le A0, le A1 et A2, sur un bus I2C, il faut savoir que chaque périphérique a un numéro. Ouais. Donc, c'est un peu comme une adresse IP, on va dire, mais en version très raccourcie. Et alors, tu sélectionnes le dernier chiffre. Avec les 3 là. Donc tu peux créer un bus de données avec 2 fils, 3 fils parce qu'il faut la masse, avec 3 fils avec plein de fonctionnalités. C'est les mêmes qui vont à chaque appareil, voilà. Voilà, ce qui peut d'ailleurs augmenter les entrées-sorties d'Arduino d'ailleurs, très facilement. Oui. Quand tu as des petits Arduino, tu peux faire des extensions d'Arduino à la brouette. Hein. Il y a des circuits spécialisés pour ça qui vont très très bien avec l'Arduino d'ailleurs. Oui. Ça a été développé assez rapidement d'ailleurs. Et donc ici, ils sont multiplexés les entrées. Hein. C'est un seul convertisseur dans la boîte, multiplexé à l'entrée. Alors je vais répondre juste à une petite question de la chatroom Yashilou qui parle de copie d'Arduino, parce que en fait le truc c'est qu'il y a plein de clones d'Arduino, il y a des trucs compatibles Arduino, c'est pas du tout un problème. Ce que moi je peux te dire, c'est peut-être pas les moins chers de tous, mais ici j'ai utilisé un peu tous les formats de chez Elego, E-L-E-G-O-O, et donc cela je peux te confirmer qu'il n'y a aucun problème avec, et même
pardon, même sur Amazon, tu les trouves souvent par lot vraiment pas cher. Et cela, je peux te confirmer qu'il n'y a pas de problème avec. Voilà, juste ça. Ah oui. C'est un peu souvent dépendant de l'entrée, du contrôleur d'entrée, souvent sur les Arduino des copies. Ah oui. Parce que si tu prends un Arduino Uno, par exemple, tu peux reprogrammer le contrôleur d'entrée, donc là où tu branches le port USB, tu peux le reprogrammer en tant que périphérique HID sur un PC. Tiens, donc tu peux créer un joystick multi-axe avec. Je l'ai déjà fait. Avant, je jouais sur... Et ça peut être pas mal, ça. Sur Truck Simulator. Comment t'as reprogrammé ça? Il y a une procédure avec un logiciel de chez Atmel, qui te donne, c'est Dolphin, un truc comme ça. Et alors, tu as la procédure en fait tu dois ponter sur la carte au-dessus. Attends, près du port USB, t'as 6 petits connecteurs. Ouais, bon là j'ai la Uno, c'est la version un peu grande là. Attends. Le connecteur ICSP là pour avoir l'accès direct au ordinateur, non? Non, s'il est juste à côté du port USB. Ici, là. Ok, ouais, donc juste derrière là, voilà. C'est vrai que j'ai 6 connecteurs, mais ils sont pas vraiment notés. Si j'ai bonne mémoire, c'est les deux premiers côté USB. D'accord. Quand tu le court-circuites, il passe en mode programmation, et il suffit de l'injecter son firmware pour que le PC le reconnaisse en tant que périphérique USB. Ouais, mais ça peut être terriblement pratique ça, parce qu'on gagne la vache de composants avec ça. Plutôt que de faire son propre périphérique USB attaché à l'Arduino. En gros. J'ai essayé le périphérique joystick avec Road Truck Simulator. Donc j'avais un volant, je voulais un peu égayer un petit peu le truc, on va te rajouter un peu les fonctions et tout ça. Et franchement, ça marche bien. Le contrôle autoradio, tout ça. Oui, ça marche. La boîte à vitesse, la gestion de boîte à vitesse. Flight Simulator, je l'ai fait aussi. Qui était bien aussi, ça d'ailleurs. J'avais bien aimé. Et donc voilà, l'Arduino reste assez flexible. Mais c'est vrai, quand on prend des copies, là, parfois, le chipset d'entrée est pas reprogrammable. Ah, ça se t'emmerde. Mais bon, évidemment, si tu fais un USB, c'est que tu as des fonctions spécifiques, donc voilà. Tu regardes ce que tu prends avant. Bien sûr. C'est quand même pas l'usage principal qu'on fait des Arduino non plus. Et puis, j'ai quand même gardé quelques Atmega 328 de réserve, parce que ça arrive de temps en temps griller une entrée ou une sortie aussi. Tu m'étonnes. Alors là, j'ai un pavé que tu m'as mis aussi. J'imagine que c'est le schéma de la carte principale, ça. Oh, voilà, tiens, ça c'est le schéma de la carte. 2 transformateurs, 2 ponts de diode. Ouais. Parce que Pourquoi d'ailleurs? Parce que tu branches le 220 là-dessus, je vois phase neutre. Oui, c'est une entrée directement 220. Donc tu as une partie d'alimentation qui est pour toute la circuiterie. D'accord. Et une partie pour la gestion, parce que il faut se dire que... Le schéma séparé là, regardez sur la gauche en bas, totalement séparé de tout le reste. Voilà, il y a une séparation optique entre l'ordinateur et la carte. Donc physiquement, entre la carte et l'ordinateur, il n'y a rien. D'accord, mais ça c'est parfait optique. Par contre. C'est optique entre les deux. Donc c'est pour ça qu'il y a un deuxième transfo qui s'occupe de gérer ce qui est la partie optique pour la transmission de données entre la carte et l'ordinateur. Ah ouais, et la première alimentation dessus alimente tout ce qui est circuiterie complète derrière. Et quand tu regardes les composants, à chaque fois tu as le bus clock et le bus d'adresse. Mais oui, je vois ça. Derrière. Tu vois, à chaque fois. Et donc tu as 2 jumpers sur la carte, qui est au milieu en bas. Et suivant la position des jumpers, tu peux additionner les cartes. Additionner les cartes? Donc par exemple, si tu mets ça sur un Arduino, ouais. Tu mets par exemple les switches sur 0,0, donc tu vas voir... tu leur donnes une adresse. Voilà. La deuxième carte, tu bascules un des 2 interrupteurs. Hop, c'est parti. La troisième carte, tu bascules le second interrupteur. C'est parti sur une autre. Oh, c'est cool ça. Tu peux additionner 4 cartes comme ça. Donc tu peux déjà voir arriver quelques... Ah ouais, là tu peux faire ta machine de bingo sans problème, un truc très complexe, avec plein de lumière partout et de boutons. Tu sais que déjà une pour gérer la table, c'est déjà pas mal. Ouais, ça... oui, si remarque, t'as une vingtaine d'entrées-sorties, oui. Je veux dire que la gestion d'une table, c'est un petit peu comme le module à bouton poussoir que t'as dans les bacs d'Arduino, là, tu vois? Le module à bouton poussoir. Oui, tu as un petit circuit imprimé avec plein de petits boutons poussoirs sur le Eh ben, c'est le même truc que ça. Ça marche la même chose. D'accord. Ouais.
J'en ai un petit peu espionné un petit peu les schémas électroniques. Ah, on a été faire un peu de reverse engineering. Ouais, bah bon, voilà. Quand on a l'occasion de récupérer, bah, faut bien un petit peu s'amuser, quoi. Ouais, bah, je te comprends. Je pourrais pas faire sans regarder dedans non plus, évidemment. Ouais. Ah, c'est vrai, t'es curieux aussi, faut que tu ouvres aussi. Ah, c'est pas Et bien, ça. si tu nous as fait un... Ah bah oui, non, mais ça c'est depuis toujours. Moi j'ai commencé comme Voilà. ça, hein. Avant de voir le bon premier. Alors, Mon premier composant électronique, je l'ai vu parce que j'ai explosé des trucs. Hein. ah Quand oui. j'étais tout petit, hein. Alors ici, c'est enfin, c'est pas une autre édition, mais c'était une petite modification qui a été faite sur la carte après. Mhm. Ils ont rajouté le 5 volts en plus. Quoi, c'est Donc, une entrée ou sortie? C'est pourquoi? C'est une sortie de 5 volts parce Une que sortie de si 5 tu volts. alimentes la carte avec le courant réseau, Ouais. tu peux alimenter ton Arduino avec. Oui, le courant va... Ouais, si le courant va suffire de l'ordinateur, évidemment. Tu joins l'utile à Ah, l'agréable. pas le courant évidemment. de l'ordinateur du transfo, oui. Ouais, voilà. Donc Ouais, tu évidemment, joins ça l'utile fait à l'agréable et tu rends totalement autonome ton système de. Alors, serial clock, serial data, mais le DIS, c'est quoi? C'est pour dire quoi? Oh, faudrait que je regarde ça. Faudrait Celui-là, peut-être ça me dit regarder rien, sur le. Non. Et, faut J'ai jamais retenir utilisé. quand même, hein. Tous ces acronymes, faut les retenir. Le DIS, voilà. C'est une bande que je n'ai jamais utilisée dessus d'ailleurs, de toute façon. Donc, Ah oui, bon, ok. Donc c'est pas essentiel Oui, à la compréhension du truc. Moriarty, oui, on peut faire de la domotique avec. D'ailleurs, il y avait, bah oui. si tu cherches un petit peu sur le net, il y a un forum qui en parle de domotique avec cette carte. Ah oui, d'accord. Mais c'est Ah pas, oui, c'est pas illogique du tout, hein. Parce que là derrière, tu peux très bien avoir une batterie de relais. Voilà, qui vont te piloter, qui vont te piloter le 220 volts. Tu mets ça sur ton tableau, carrément. Comme ça, tu t'éparpilles pas dans tous les sens. Oui, tu peux domotiser une baraque, ouais. Tu crées des interrupteurs avec des Atini 85. C'est un peu à l'ancienne, on va dire. Mais mais tu fais tout ce que tu veux quand même, hein. la technique n'est pas obsolète. Hein. Elle La est carte pas est obsolète parce qu'on n'en trouve plus chez Comment dire Vellman, ce qui est C'est ça la dommage. nuance, c'est que c'est une ancienne façon de faire, mais techniquement c'est pas obsolète. C'est-à-dire c'est tout à fait valable de faire ça comme ça. Si tu grilles un circuit intégré, il est classique de retrouver. Hein. Ouais, bah c'est tout ce qui importe, tu vois. Ouais, Voilà, donc. Bon, je suis sûr que tu peux encore trouver des boutiques qui ont du stock de ça. Je doute. Non? Mais on ne sait jamais. Parce que c'était quand même assez cher à l'époque, c'était une centaine d'euros la carte. Hein. Waouh! Ah oui, d'accord, on parle pas du tout de quelque chose de comparable aux Arduino actuels. Waouh! Une centaine d'euros la carte! Vu la taille et les composants qu'il y a dessus, ça les vaut bien, quoi. Ah oui, non mais d'accord, mais compare ça aux Arduino. Moi, quand je te parlais tout à l'heure des Arduino Nano que je prends chez Lego, c'est genre 1 euro pièce, quoi. Si c'est plus cher, c'est que c'est trop cher. Mais ici, l'avantage, c'est vrai que c'est comme Moriarty dit, hein, c'est quelque chose de fiable dans le temps. Ah oui. C'est pas quelque chose c'est pas du CMS, ça résiste aux vibrations, ça reste tel quel. Tu peux embarquer sans une bagnole et faire un système avec. C'est hautement réparable aussi. Ça Oui. compte. Ça Ah compte oui. quand on fait une installation domotique, si on espère qu'elle nous fait. Surtout que chez Vellman, ils ont toujours prévu de mettre des supports à leur circuit intégré, donc l'avantage c'est ça grille, ben hop, tu prends une petite pincette, tu l'enlèves, tu remets à nouveau. Voilà, c'est sûr que sur ton Arduino Uno Nano, enfin les Uno ça va, c'est pareil avec un porte-puce, mais les Nano Ouais. où c'est du l'Atmega en CMS, bon, c'est grillé, c'est J'ai grillé, quoi. un Uno qui est en CMS. Ah ouais. Ouais, Ah j'en oui, ai un. mais c'est vrai, la nouvelle version, là, et ils l'ont mis un peu dans l'autre sens, en quinconce. Ici, Ah ouais. celle que j'ai ici, c'est encore la grosse puce bien large Atmega, qui est sur un support de puce, quoi, tu vois. Ah ouais. Bon, c'est vrai, c'est pas la nouvelle version, mais du coup, c'est rigolo. Parce que j'aime bien cette version, pour une raison plus conne que ça, c'est que tu peux y programmer ta puce, prendre ta puce et aller les foutre dans un montage où t'as même plus de programmateur, toi, tu vois. Voilà. Et tu gardes ton programmateur, tu remets une nouvelle dessus. Facile. Ah bah oui, bah oui. Tu drives pas du 220 volts en direct avec ton Arduino. Alors Moriarty, c'est exactement la même problématique qu'avec cette carte Vellman. Dans les deux cas, tu peux driver du 220, tu utilises la même chose, c'est-à-dire un relais. Dans les deux cas, c'est pareil. Voilà. Moi, je le fais avec des relais statiques. Statique. Quelle est la nuance? Je suis pas sûr de savoir. C'est un relais où il n'y a pas de pièces mécaniques dedans.
Tiens. J'en parlerai, Oui. La prochaine fois peut-être. Ah bah tu m'expliqueras comment ça marche à ce moment-là, parce que ça m'intéresse. Ouais. Ça, je pense pas que j'en ai déjà croisé. Moi j'ai toujours vu ça avec l'électroaimant en fait. Ah oui, mais non, on a inventé le statique, qui lui justement n'a pas la particularité d'avoir de pièces mécaniques, donc Ah oui, il oui, résiste mais beaucoup alors, plus longtemps. Tu t'entends même pas le petit clic, tu sais, le fameux Non. clic qu'on aime bien. Rien du tout, c'est Ah. silencieux. Ok, bah alors tu m'expliqueras en détail comment ça marche. Je serais très curieux. C'est pour une ça. prochaine. Ah oui, c'est pour une prochaine fois. Tu nous as montré aussi un panneau de contrôle logiciel avec Diagnostic Test K8000 avec une belle fenêtre Windows XP, ça nous remet dans l'époque. C'est le logiciel qui était fourni en exemple, que tu pouvais vérifier en fait le fonctionnement de ta carte avec. Ah oui, oui, mais c'est voilà, tu cliques, ça ouvre les, ouais, Voilà. ça change les états. Et alors si tu vois toutes les cases au-dessus, tu avais une configuration entrée-sortie, in-out à chaque fois. Donc si tu configurais tes ports sur la carte en entrée-sortie, au logiciel, bah, tu dois faire pareil. Ah oui, oui. C'est le seul, c'est la seule contrainte de cette carte. Alors c'est cool d'avoir utilisé des optocoupleurs pour faire ça propre, mais du coup, la contrainte c'est ça, c'est que matériellement t'as quelque chose à changer, quoi. Oui, mais la contrainte valait bien sa contrainte de pouvoir utiliser des tensions de service hors normes. Donc, là on voit tiens card number à 1 à 0, c'est pour le fameux. Ça pouvait remplacer un automate programmable, hein, cette carte, sans aucun problème. Hein. Ah oui, je veux bien le croire. Sauf que les automates programmables avaient la particularité quand même d'être... comment je vais dire, le synchrone c'est pas le bon mot. Prévisible. On a les temps d'exécution, tu sais, de chaque étape. Comment on appelle ça déjà? Je ne sais plus. Ça porte un nom, ça, cette façon de calculer qui n'est pas du tout comme les ordinateurs qui sont multitâches. Et donc on sait jamais exactement quand va être exécutée une instruction. Ah, le digigramme? Tout chose dans dans le genre. là que je cherche, ça ne me dit rien. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais en tout cas le principe était que sur les automates programmables qu'on utilise par exemple pour faire tourner une grande roue et pour faire son système d'arrêt d'urgence et tout ça, on a besoin de savoir si j'enclenche l'arrêt d'urgence, quand est-ce que ça va s'arrêter. C'est un exemple à la con. Si vous gérez ça avec un PC, vous ne saurez pas quand ça va s'arrêter. Ça dépendra de ce qui est exécuté en ce moment sur le PC. Mais dans les procédures, tu pouvais définir une entrée genre interruption, hein, ouais. Comme les Arduino. Hein. Oui, mais c'est plus par rapport à... On sait précisément combien de temps va prendre chaque instruction, tu vois. Et donc, en fonction du programme que tu as écrit, tu sais exactement prédire le nombre de millisecondes qu'il va y avoir entre telle étape et telle étape. Et je ne sais plus comment ça s'appelle ce petit truc-là. C'est pour les timers, en fait. Monsieur Polnareff nous dit préemptif, je me souviens aussi, mais ça, y a pas, ça me... C'est un peu pour les timers que pour les timings vraiment très spécifiques. Ouais. Ouais, je vois tu vois, les automates programmables que j'ai croisés, que j'ai programmés moi, et étant jeune, et c'était chiant à programmer, avaient cet avantage-là, justement, tu pouvais exactement prédire quand allait être fait chaque chose. Enfin, je ne sais plus le mot, mais c'est pas grave. Donc oui, ici on voit, on a le sélecteur là, ici, card number à 1, 0, pour dire quelle carte on veut avec tes petits jumpers. Voilà. Et le port parallèle, évidemment, qu'on peut sélectionner. Les niveaux pour les analogiques aussi. Je me demande si le port parallèle, il en manquait pas un ou deux en référence. Parce qu'il y a 378, 278 et 3 BC. Je pense qu'il y en avait d'autres qui ne devaient pas arriver sur certaines cartes. Alors ça, je vais pas te dire, parce que j'ai jamais su comment ça marchait, ça, par contre, hein, c'est l'adresse. Ah, tu sais pas ce que c'est? Ah non, du tout. Quand tu programmais, quand tu programmais en Quick Basic, en fait, quand tu devais avoir, par exemple, accès au port parallèle, tu lui configurais donc une donnée à afficher, par exemple, je sais pas moi, une valeur de 128, tu tapais out, et puis tu tapais l'adresse en hexadécimal qui est 378 ici. Alors j'ai dû trouver ça sur une doc ou quelque part, parce que je sais pas si tu te souviens, j'avais montré cette carte qui évidemment ne marche pas avec le fond vert, j'ai un fond. Hein. Oui. Voilà, cette carte qui en fait ici, il y avait... Ah oui. J'avais connecté ici, il y avait des fils du port parallèle. Hein. Et je faisais des tests avec ça avec Quick Basic, mais je me souviens pas du tout de cette histoire d'adresse. Et à mon avis, j'avais dû lire quelque part 378 et taper ça dans mon code sans chercher à comprendre ce que c'était, tu vois. Comme j'avais qu'un seul port parallèle de toute façon. Oui, c'est de l'époque, hein, de toute façon, on n'utilise plus. Ouais. On peut encore l'utiliser, mais bon. On va dire que si on utilise encore du Quick Basic, on a encore démodé. Tiens, est-ce que ça tourne encore ce petit programme de diagnostic qui était prévu pour Windows NT et XP en 32 bits?
Oh, il y a des chances quand même, si, parce que du coup, c'est quand même l'API Win32, donc si, il doit fonctionner. Oui. Parce que tu peux encore mettre ça avec tes cartes à l'heure actuelle, c'est quand même génial. Oh, ça doit quoi être possible, ouais. Bah. Ça te donne pas envie d'en ressortir une de la cave, là, faire quelques tests avec? Pour aujourd'hui. Non, mais dans la semaine. Ouais, je ferais peut-être bien ça, ouais. Ah, ça en plus, comme j'ai récupéré même des vieux PC, donc je peux encore bien essayer. Ouais, pourquoi pas. Oui, alors on remue pas le couteau dans la plaie que tu récupères des vieux PC à 5 francs que moi je cherche depuis très longtemps. Mais tu nous montres ici un usage plutôt domotique dans la capture suivante qui ne s'affiche pas. Pourquoi? Ça y est. La vache, elle a mis le temps celle-là. Ça doit être lourd. Bon, on a la carte KU1000. Et ben voilà, l'utilité d'un... C'est un microcontrôleur, mais je pense que c'est un MSP 400 watts, ça. Je connais pas celui-là. C'est pas un Arduino, c'est un peu la copie de l'Arduino. Oui, parce que de forme ça ressemble, mais Fez... Ouais, c'est un peu... C'était juste la copie qu'ils ont fait en MSP 430, je crois, si j'ai bonne mémoire. Il y avait quelques nuances de programmation par rapport à l'Arduino, mais bon, il n'y a pas grand-chose de différence. C'est un peu pour illustrer un petit peu la façon domotique qu'on pouvait utiliser la bestiole, quoi. Ah bah oui, il n'y a aucun problème avec ça, hein. Faites les mêmes choses avec un Arduino, ça pose aucun problème. Parce que la télécommande est gérée par l'Arduino, l'Arduino envoie les commandes à la carte, et la carte, lui, elle s'occupe de gérer, parce que ici, par exemple, une ampoule avec un système de dimmer, à mon avis. Quoique, ce dimmer, il n'est pas très utile sur une sortie in-out. C'est pas une sortie analogique, c'est une sortie digitale. Donc c'est du tout ou rien. Ou il enverrait du PWM par là? Non, ou alors c'est un système qui est avec un bouton unique qu'on appelle ça. Quand tu pousses le bouton, tu pousses une fois court, ça allume la lumière. Ouais. Tu pousses une fois long, elle s'allume en 10 minutes. J'ai des modules comme ça. Ouais, j'ai des modules comme ça. Et donc on peut gérer n'importe quoi. Ouais, mais c'est dommage quand on fait un truc avec une carte programmable de pas utiliser le signal analogique pour dimmer au pourcent près. Je trouve ça dommage. Excusez-moi. Non, mais il faut pas trop pousser non plus, c'est quand même de l'époque. Hein. Mais bon, ça vaut bien un Arduino. Mais tu aurais pu avec cette carte, tu pourrais avec cette carte, alors pourquoi ne pas le faire? Parce que, voilà. C'est un peu... Voilà, t'as pas de... T'as que l'inventivité de ce que tu rêves la nuit que tu peux réaliser le jour avec. Voilà, exactement. Par contre, il y a un truc que je me posais une question sur ta dernière capture. Oui, une pile directement sur... une pile 9 volts directement sur ce qui est configuré en entrée, du coup. C'est une entrée, ouais. D'ailleurs, tu le vois si tu regardes comme il faut derrière la position, l'autocoupleur est mis au-dessus, donc... Voilà, juste au dernier optocoupleur, il est marqué in, et en dessous, il est marqué out. Ça t'a dit comment tu dois les mettre. Mais tu dois les tourner de 180 degrés. Donc cette pile 9 volts, c'est juste pour mettre l'entrée à 1, en fait. Voilà. Ça te montre que t'es pas limité en 5 volts. Tu peux mettre ce que tu veux dessus, quoi. Ah, ce que tu veux. Attends, l'entrée, l'entrée, tu peux aller jusqu'à 24 aussi. Oh là. Ouais. C'est vrai que de côté industriel, ça devait les intéresser, du coup, quand même. Il y a de toute façon une diode Zener qui limite la tension, donc... Ah ouais, j'ai dit ça peut remplacer un automate programmable quand ça tombe en panne. Hein. Ben oui. Tu peux créer des automates, des automatismes, n'importe quoi avec ça. Il n'y a pas de limite. C'est quand même rigolo à voir. Ah, c'est de la vieille technologie, c'est du rétro. Oui, mais pas obsolète pour autant. Ça reste quand même... C'est un peu comme Terminator. Hein. Vieux, mais pas obsolète. Hein. Et alors, il faut dire aussi que chez Evelman, cette carte a été classée niveau 5. Ça veut dire? Ah, pour le niveau de difficulté? Niveau de difficulté 5, ça a du niveau professionnel. Ouais, c'est-à-dire que les composants sont un peu serrés, mais il n'y a rien non plus de très compliqué à souder là-dessus. Voilà, mais bon... Faut faire ça dans l'ordre, un peu consciencieusement, parce que c'est très serré et qu'il y a du monde, quoi. Faut pas le dire, mais entre un sapin et un Kawime, il y a une différence. Hein. Évidemment. Donc voilà, c'est un peu la carte du jour. Et tu les as montées, les tiennes? Je les ai eu montées.
Ah, tu lisais. Ah, t'as pas eu le Heureusement. plaisir du kit. Oui, mais déjà à l'époque pour en trouver c'était déjà galère. Donc, Ah, tu as 100 balles l'unité, c'est quand même. je crois que j'ai acheté les deux une vingtaine d'euros, je crois, si j'ai bonne mémoire. Oh, ça va. Parce qu'en fait j'ai fait, ouais 20 euros parce que j'ai fait un petit commerce sympathique parce que bon je programmais des pics à l'époque. Et j'en avais marre de programmer ces pics, ça me cassait les et Ouais. j'avais pas envie de continuer. Donc j'ai dit au gars, parce que lui il cherchait pour programmer des pics. J'ai dit peut-être une réduction de prix, j'ai un programmateur de pics avec des tiroirs de pics. Ah oui, qui dit hein. Donc il m'a fait 50% et je lui ai donné mon programmateur de pics. Cool. Mais j'en ai toujours un dans le tiroir. Bon plan. Ah oui, ouais, j'espère bien. Ne serait-ce que pour la collection. Oui. J'en garde toujours un sous la main au cas où. Eh ben. Bah, c'est Voilà. une jolie carte quand même. Hein. Ah oui. Moi, je trouve ça pas mal. J'ai pas regretté de l'avoir acheté. Ah bah D'ailleurs, non, je tu regrette m'étonnes. pas quand je joue avec. Et alors, quand on programme sur l'Arduino, ce qui est comique, c'est qu'il faut inverser les signaux quand tu les envoies en tant que sortie sur les 16 entrées-sorties. Attends, faut inverser les signaux quand tu les as. Donc si par Comment exemple ça tu l'envoies 255, il va allumer toutes les LED. Normalement. Ouais. Ben là, il les éteint. D'accord. Et si tu l'envoies 0, il va toutes les allumer. Donc en fait, tu dois juste faire un inverse et ça marche nickel. C'est la seule nuance qu'il y a avec la programmation de l'Arduino. C'est quand même bizarre, t'admettras. Bah, j'ai pas compris pourquoi, mais bon. Je comprends pas bien non plus la logique du truc. Hein. Bon, ce n'est que de toute façon, tu fais à 255 moins la valeur, et voilà quoi. T'as la valeur affichée quoi. Donc, bah, c'est de l'époque, hein. Pourquoi pas, on va dire. Pourquoi pas, on va dire. Bon. C'est calme là, le chatroom, hein. Oui, ils sont studieux, ils nous écoutent. Voilà. Ouais. Pour une fois. Bon bah du coup, je crois qu'on a fait le tour de cette carte. Oui. Sache quand même que moi j'ai eu une petite anecdote que je voudrais partager. Alors je fais un peu le Hugues, hein. J'ai une anecdote. Avant d'être mon propre patron, j'ai travaillé dans une fabrique de ressorts dans laquelle j'ai programmé des logiciels informatiques métiers. Et il y a eu des moments où j'ai été amené à réparer des machines-outils. Ce qui n'était pas mon métier, mais en fait il y a des machines-outils, des machines pour tourner les ressorts qui sont tombées en panne, enfin une en particulier qui était extrêmement chiante. Et comme en fait il fallait faire venir un technicien de Hollande, je crois, et que ça prenait des semaines et du coup ça coûtait une fortune à l'entreprise. Ah oui, ça forcément. coûte cher. Je me suis dit bon attends, je vais aller voir je vais aller voir si je peux dépanner. En moi-même je me disais surtout par curiosité quoi, tu vois, parce que je pense pas y faire grand chose, mais et donc j'ai été voir un peu ce que c'était. Et quelle surprise de tomber sur des machines sous Windows, c'était quoi? C'était 3.1 ou 95, je ne sais plus. Et qui faisait tourner en fait un programme Quick Basic lancé au démarrage. Non. Du Quick Basic, je te promets. Et alors j'ai vu ça, j'ai halluciné. J'ai dit mais enfin mais comment ça marche? Et en fait là-dedans je vois que dans le PC il y a une méga grosse carte, tu sais les connecteurs ISA et super longue là qui prend toute la longueur du truc, avec un connecteur qui particulier, j'ai jamais su ce que c'était que ce connecteur, et qui s'en allait lui vers un automate programmable industriel. Ah ouais. Donc en fait, tu avais un programme Quick Basic qui, à travers une carte interface, allait programmer l'automate programmable à chaque fois que tu lançais un jeu d'instruction. Ah ouais. Ah ouais. C'est bien ça. Mais du coup, ce qui faisait que la machine n'était pas directement pilotée par le PC, parce que le problème que je voulais expliquer tout à l'heure, le PC, on sait pas quand est-ce qu'il va exécuter une instruction, et pour une machine industrielle, c'est un vrai problème. Mais le PC programmait la machine qui, elle, allait faire les actions. Et du coup, on avait quand même la facilité de l'ordinateur par-dessus. Du coup, c'était déjà ancien pour l'époque où moi j'y étais. Hein. Mais du coup, j'ai été voir un peu, et je me dis, tiens, mais ils ont même pas compilé les programmes. Parce que je rappelle que c'était possible. Même dans les versions gratuites de base de Quick Basic qui étaient livrées avec Windows, vous pouviez créer un .exe. Pas toujours. Enfin, pas dans les premières versions, mais quand t'avais les... Oui. C'était quoi, la 4.5 ou je sais plus quoi, t'arrivais à Oui, c'est certaines... la 4.5. Voilà, tu vois, j'ai des vieux souvenirs de l'époque. Voilà, quand t'arrivais à certaines versions, alors là, tu pouvais créer un exécutable. Eh bien non, c'était les sources qui se lançaient, donc j'ai été un peu feuilleter les sources,
Et en fait, Non. et du coup, j'ai dit, j'ai vu très vite quel était le problème. J'ai dit, bah, c'est simple, je me rends compte de ce que c'est, puisque moi-même j'ai programmé en QBasic et que j'ai eu les mêmes problèmes. C'est que quand tu vas lire et écrire dans un fichier, ton fichier était limité à 65 000, je sais plus combien de caractères. Oui. Ah oui, ce qui correspondait en fait à la taille d'adresse qu'il y avait en octet pour les caractères du fichier. Et donc tu leur dépassais. alors en fait leur fichier avec les types de ressorts enregistrés dépassait, et donc en fait le programme plantait au démarrage. Il était incapable de lire ce fichier, c'était mort. Du coup j'ai été voir, je me suis dit putain, j'espère qu'ils ont pas stocké ce fichier dans un format à la con, parce qu'ils ont forcément fait leur propre format, tu vois. Et en fait, le format était tout con. Donc j'ai été éditer ce format. J'ai dit, tiens, viens voir un coup, ça te parle, ça, tel client, tel type de ressort, ça te dit quelque chose. Il dit, ah ouais, je sais ce que c'est. Ah bah ça tu peux virer, ça tu peux virer. On a fait le ménage. Et hop, c'est reparti comme en 40. Et voilà, plus besoin du technicien. Et moi qui à la base... Ah oui, parce qu'en plus, le technicien, il coûtait ultra cher. Il venait dans 1000 ans. Enfin, c'était à chaque fois horrible. Et moi qui allais juste voir... Sous couvert de je vais peut-être réparer, surtout pour ma curiosité, en fait j'ai carrément dépanné le truc puisque c'était pas compliqué du tout quoi. Mais j'aurais pas cru une seule seconde que cette machine fonctionnait sur base d'un programme en QBasic quoi. Ça m'a scié ça. Bah, Ça m'a scié. on va faire simple, hein. Pourquoi se compliquer la vie quand on peut faire simple? Et c'est réellement une machine industrielle à très gros débit, enfin tu vois. C'est un truc sérieux quoi. Donc voilà, ça m'avait bien amusé ça. Mais j'ai jamais su quel était ce connecteur entre la carte ISA et l'automate programmable. On aurait dit... Arting, non? Je sais pas. On aurait dit un port parallèle mais super long quoi, tu vois. Ça ressemblait à ça. Avec 3 lignées de pins dedans. Avec quoi? Avec 3 lignées de trous dedans, ou de pins. Je sais plus bien, je sais juste ça faisait un port parallèle super long. Et ils t'ont moins donné d'augmentation quand t'as résolu leur problème? Non. non, par Comme contre. de quoi? Non, mais par contre, j'ai eu bien mieux que ça. C'est que, en fait, à l'époque, mon patron, c'est une petite entreprise artisanale, et mon patron, en fait, m'a beaucoup aidé pour certaines choses. Moi, j'étais jeune, hein. Je me lançais dans le monde du travail, tu vois, j'étais tout frais, tout machin. Il m'a aidé pour beaucoup de choses, en fait, de la vie de tous les jours, tu sais, de comment on fait ci, ça, les démarches administratives. À un moment donné, je voulais construire un bureau où il y avait un porte-à-faux de malade. Je dis comment je vais faire, il m'a dit attends, reste là, moi je te calcule. Tiens, tu vas mettre une barre en T, une barre en L comme ça, telle épaisseur, je te les coupe, tiens les voilà, tu vois. Il m'a fait plusieurs choses comme ça, voilà. Ah, sympa. Oui, mais et ça c'est ce que j'aime bien dans la vieille école. C'est que tu avais cet aspect échange de bons procédés, tu vois. On s'aide et on va tous arriver à faire ce qu'on veut. C'est que maintenant ça devient très compliqué. Ça devient compliqué, pourtant je trouve que c'est le bon esprit quand même. Oui. J'ai travaillé beaucoup chez les forains, tout ça. C'est comme ça qu'on avance tous ensemble, quoi, tu vois. C'est un peu... ouais. On se porte. Bon, enfin... On se porte et on se supporte. C'est exactement... Bien résumé. Bon, on digresse. Enfin, on va finir cet épisode tout simplement avec quelque chose que vous avez déjà vu. Le générateur PWM qu'on a construit ici. Vous vous souvenez de ceci, là? Voilà, cette petite carte qu'on a fait pour piloter un ventilateur PWM. J'ai eu des problèmes avec ça. On avait un schéma très simple. Je vous le remets parce que quand même c'est pratique. Voilà, un petit schéma très très simple pour piloter du PWM, tout simplement. Mais à une nuance près, c'est que nous on voulait que la sortie pilote donc le PWM d'un ventilateur qui doit être de 5 volts maximum. Nous avions une entrée à 12 volts puisque le ventilateur lui-même fonctionne à 12 volts. Nous avions fait une seule adaptation à l'arrache, puisque j'avais pas de régulateur sous la main à ce schéma, c'est que nous avons ajouté une résistance que nous avons calculé la valeur de manière empirique en faisant nos tests, et ça se passait très bien. Simplement, j'ai eu un problème. J'ai eu un problème que récemment, je voulais mettre ça en route, et je me suis rendu compte que le ventilateur ne variait pas des masses. Ah. Mais genre pas des masses du tout, quoi. Alors que pendant les tests, tout se passait bien. Donc dessus, je me suis dit, bon, tu vas brancher ça à ton alimentation, voilà, comme je vais faire là. Hop, je vais te montrer. Tu lui donnes du 12 volts comme il est prévu que tu fasses. Et ça explose. Et tu y mets en fait ton oscilloscope sur numérique. numérique bien sûr, sur la sortie PWM.
Le tout nouveau oscilloscope. Hop, qui est ici. Et on verra une trace en jaune. Et on va voir ce qui va se passer. Bon, alors, attends 2 secondes. Je vais d'abord calibrer avant de monter. Hop, j'active l'alimentation. Je calibre. Et puis on va pousser sur le bouton d'urgence. J'appelle ça la calibration parce que c'est plus classe que le bouton du feignasse, mais tu vois l'idée. Et puis je vais essayer de vous montrer ça. Oh. Tiens, le bouton là-bas. Ah bah le bouton a disparu de mon Stream Deck, mais ça se met direct. Ok. Très bien. Ah oui, c'est parce que j'ai réglé en mode ça ne s'affiche pas s'il n'y a pas le... Bah voilà. Donc vous voyez le retour. Et donc... Et vous avez pas la mesure que moi j'ai de mon côté, tiens, qui me dit 262 kHz. Déjà, je me suis dit 262 kHz, c'est un peu beaucoup quand même. Et alors, quand je varie, tu vas voir que mon signal PWM ne varie pas beaucoup. Tu vois un peu? Oh, Minotaur. Oh là là, Minotaur, il a lâché une bonne. Et c'est comment que tu as rebondi dans l'informatique. Là que tu ressors. Ah, ça, c'est un truc que j'ai jamais compris, mais dès que tu dis, tu parles aux gens de fabrique de ressorts, ils sont morts de rire, quoi. Il faut bien que ça se fabrique quelque part. Et mon patron de l'époque me disait, t'inquiète pas, c'est une réaction normale, ils font tout ça, j'ai jamais compris. Bon, revenons-en à un autre signal. Regarde comme mon signal PWM ne varie pas des masses. Ah oui, là... C'est un peu pourri, hein. C'est de la dèche, hein, en largeur. Et donc tout à l'heure... On dirait voir qui variait plus en hauteur qu'en largeur. Mais presque. Mais tu vois, il y a un truc qui va pas quand même. Et donc tout à l'heure, je fais des tests, je me dis, mais tiens, mais c'est quand même bizarre. Et c'est là que je vais rigoler. Ah oui, c'est dans pas très longtemps. Et en fait, je me suis dit, est-ce que c'est pas la résistance qu'on a mis? Parce qu'en fait, alors que j'ai essayé de refaire fonctionner le truc en chantant la résistance, en passant en 5 volts, machin, ça changeait pas mieux. Après, je me suis dit, est-ce que c'est pas, on n'a pas la bonne valeur de résistance ajustable, en me disant, bon, on l'avait choisi quand même. Alors je commence à tester, tu vois, en faisant un pont avec une autre résistance pour faire varier la valeur d'un côté et de l'autre. Genre, attends, ça je mets au max par là. Ça c'est ça. Ça bouge un peu, donc je commence à me dire, tiens, oui, on peut faire mieux, tu vois. Tu vois? Ouais, on voit. Voilà. Et puis après, je me dis, mais c'est quand même bizarre, je commence pour mon tournevis, voilà. Je revarie, et j'arrive plus à le faire. Et à un moment donné, j'ai appuyé sur ce potentiomètre ajustable, et ça s'est mis à redevenir normal. Et plus du tout de la même fréquence. Et donc du coup, comme là la fréquence reste la même, je me rends compte que en fait ça marche pas. Je ne sais pas comment je vais pouvoir retrouver ce que j'ai eu tout à l'heure. C'est ça qui m'énerve. Pousse. Tu vois un marteau? Non mais il y a eu un... J'ai appuyé pas si fort pourtant, c'est ça le pire, tu vois. Évidemment avec l'effet Bonaldi, ça n'arrivera plus. Hein. Ah, ça m'emmerde. Allez. Ça ne le fait plus. C'est quoi ton potard qui est malade ou quoi? Oui. Oh, ça ne le fait plus du tout. Mais en fait, à un moment donné, je faisais ma truc, et rien qu'en appuyant légèrement avec le tournevis, la fréquence devient, enfin, le signal devient illisible sur l'oscilloscope, la fréquence n'est plus du tout la même, tu vois. Et là, ça s'est mis à varier énormément. Et donc j'ai rebranché mon ventilateur et tout fonctionnait normalement. Donc voilà, c'est juste le potentiomètre ajustable qui est pourri. Ah oui, mais comment ça peut arriver ça? T'as acheté ça au chinois? Oui, sur Amazon. Ah bah voilà. Bah tout est chinois. Ah bah, voilà. Si tu les achètes chez Conrad, ils sont chinois aussi. Hein. Oui, bah... On n'est jamais à l'abri d'un composant défectueux de toute façon. Donc... Ah oui, parce qu'il faut savoir que sur les composants électroniques, ça se joue entre quoi, c'était 3 et 10%, je crois, de défectueux suivant le type de composant. C'est genre normal. Mais pour le coup, je me disais, mais alors ça m'énerve que là, j'arrive plus à vous le faire rebasculer. Je ne sais plus je sais pas ce qui fait pas bien contact, mais j'arrive plus à vous le faire basculer pour bien vous le montrer. Marteau. Ça ne va pas nous aider beaucoup. Ah, oh, il vient de changer. Hein? Ah, peut-être. Alors attends. Il faut que je vire le logiciel pour recalibrer peut-être. Parce que ça va être compliqué. Ah non, je peux pas... Tu vois, quand je vous montre, je suis obligé de montrer... avec le logiciel. Je suis obligé de régler avec le logiciel et ça devient super chiant. Donc je vais essayer de recalibrer là-dessus, mais à mon avis, non, c'est mort. Oh, merci à Guenin, il est dessus la chaîne. Ah oui, merci Guenin. 39.
J'ai oublié de dire le chiffre. D'accord. C'est compliqué. Et donc non, là il y a plus de contact, il y a plus rien, donc c'est pas ça. Donc ce qu'on Là, va il est faire. mort. Là il est mort. Donc on va le remplacer vite fait. Et j'espère pouvoir, bon, ça je vais laisser de côté, je vais mettre l'alimentation en stand-by et j'espère pouvoir vous montrer ça. Alors 2 secondes, pendant que je vais voir l'éponge, je le mets à chauffer, le fer à souder. Hop. Elle va mouiller l'éponge. Ouais. C'est comme dans la ligne verte. Vous avez mouillé l'éponge? Oui, chef. Belle référence. Oui. Désolé, j'avais pas mieux. Tu peux tout casser, le donneur de leçon n'est pas là. Quoi? C'est... D'accord, Oh. ça parle mal. Voilà, ça commence, hein. Après on dirait que c'est nous, tu sais. Mais il a dit qu'il écoutait. Alors, un petit bout de tresse à dessouder, puisque malgré ce que dit Valguard, la tresse à dessouder, ça fonctionne quand même très bien. Oh. On va galérer avec la tresse. C'est un coup bas, ça. C'est pas légal au catch, hein, ce que je viens de faire. Allez, hop. Ah, il est pas en... Il faut attendre un peu. Oui, c'est le problème du direct, hein. Là, je vais devoir un peu attendre que mon fer soit chaud, évidemment. T'aurais pu le mettre avant, hein. Oui, et après, tu fais cramer ta panne pendant que t'es en train de parler de Kid Velman aux gens, tu vois. Oh là là. C'est Et compliqué. des fois, tu sais que le mien, des fois, il reste des jours allumés. C'est con... Je l'ai même pas remarqué. Bravo. T'es sérieux, là? Je ne suis qu'à mon deuxième, hein. J'ai le même que toi, hein. Je ne suis qu'à mon deuxième. C'est effrayant. Mais quand le premier a claqué, j'étais triste. Mais d'une tristesse, tu peux même pas imaginer. Aïe, aïe, je peux croire, oui. Allez, la tresse. Elle est tamée, celle-là. Ouais, celle-là, elle est facile, hein. Mais le fer Regarde est bien. pas encore très très chaud. T'as pas celui à gaz? Il est un peu bourrin quand même celui-là, hein, quand tu regardes bien. Ah, je vais bientôt peut-être avoir ma station à air chaud. Ah, tu Hmm. m'as donné envie, toi, quand tu m'as donné un lien vers ça. Oui, en plus, c'est en Belgique. Donc, Ouais. Mais bon, Pour une fois. j'ai une station de soudure, je vais pas acheter une station de soudure. Pas la place de tous ces appareils au bout d'un moment, hein. Mais il y a ça aussi, hein. oui. On va Ah dire oui. ça comme ça, oui. En plus, imagine-toi quand en plus de dans ton setup de bricolage, tu dois inclure le setup de stream là-dedans, de ton bricolage. Oui, et le setup de radio amateur en plus. Ici, ça raconte pas la taille des postes. Ouais, je veux bien le croire. Mais ça encore, tu peux le mettre à part. Tu peux arriver à mettre ça à part. Non. C'est moins pratique pour attraper le micro. Pour attraper le... Ah oui, d'accord. Tu veux, Oui, en c'est- même temps que tu es en train de bricoler, tu veux pouvoir répondre aux gens, c'est ça? Non, non, en général, quand je bricole, il est éteint. Oh là là, à la bourrin. Comment ça, la bourrin? Tu as pied de biche? Mais... Ah, tu vas pas commencer à faire comme Valguard? Je suis pas Ouais, il bourrin est du pas tout, là. Il a cassé les pattes. Bon, c'était 10 kg, ce qui nous fait 103. 103. Allez, 103. En plus, ils sont toujours bien rangés. Oui. 103. C'est bon. Et boum! Mais quoi, boum? Voilà, hop. Toi, c'est toi qui... Ah non, bon, Artie, on meuble pas en parlant mal de Valgarde. Non, non, on peut pas. Respecter les gens quand même. Mais oui, Même si on les emmerde. même quand on parle de... Mais dis donc, t'es bien énervé, toi. Non, allez, c'est pour rire. C'est une boutade, comme on dit. Une boutade. Ah oui, c'est ce qu'on dit juste après avoir dit les pires saloperies du monde. C'est ça, quoi. Faut se rattraper. Alors, hop, ça va être vite fait. Hein. Après, tu vois pas que celui-ci est défectueux aussi. Oh non. Parce que le schéma fonctionne, on l'avait testé sur Breadboard, puis on l'a testé sur la carte, et il y a juste après que ce truc a commencé à merder.
Et Ah, ensuite, il y ouvre a le Scalel menu qui me normal. propose, si j'arrive à récupérer du matos en plus du PC, je chercherai avant s'il n'y a pas une dessoudeuse à chaud aspirante. Oh la vache, si tu me trouves ça, Oh, ce Trouve-en serait, deux. ce serait goldé. Fais plus un, plus un. Ouais, ça va être toujours ta phrase, toi, et s'y prend deux. Le mec, il cherche à profiter, hein. Oh là là là. Bon, bah, si c'est proposé si gentiment. Ah on va oui, pas dire. comme tu me proposes ton PC portable Windows 3.1. J'ai toujours pas réussi à le faire allumer. Oh, c'est pas vrai. T'as les LED, elles s'allument un coup, et puis hop, il s'éteint. Je Je suis sais pas, déçu. c'est que... J'en ai un autre dans la cave, donc... Je suis Je vais déçu peut-être que tu réparer l'aies pas celui qui est dans la allumé. cave avec celui que j'ai là. Parce que celui qui est dans la cave, il fonctionne, mais c'est l'éclairage d'écran qui ne fonctionne plus. Mhm. Donc, il y a peut-être moyen de bidouiller, c'est des Toshiba les deux, donc... Des chasseurs de reliques. Ah oui. C'est nous, ça. Bah là, ça me donne que dalle comme signal de sortie, là. Je sais pas, on le voit pas. Bah oui, mais ça va pas te servir à grand chose, tu veux. Tu vois. Voilà. Y a rien d'intéressant. Circuler, y a rien à voir. Alors pourquoi? T'as oublié de... débrancher de la lime avant de mettre un tournevis dessus. Regarde un peu multimètre pour voir. À l'ohmmètre. Débranche la lime. Donc avec quoi, l'hommètre? Sur le... Sur le oui. potentiomètre. Ouais. Voyons voir ça. Bon, mais par contre, il est soudé, là. Il reste du montage avec. Mais... Donc c'est un 10 Bah. kg, donc hop. On va le mettre au milieu. Donc tu dois avoir 10 kg sur les deux pattes en dessous et 5 kg à la moitié de chaque. J'ai 10 Ouais. kg sur les deux pattes en dessous. C'est bien. T'as 5 kg d'un non, mais côté. J'ai du mal à... Ah là 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 là. Quand on a des gros doigts. 4, 8, 5, 6. Bon, bah c'est bon. Alors, pourquoi Ouais. j'ai pas mon signal à la sortie, là, maintenant? Mal soudé. Peut-être. Pourtant, J'enverrai une palette Non, et mais... vous arrangerez. Ah, il a dit il enverra une palette et vous arrangerez. mais ici, ça a l'air... Oui, on s'arrangera, je prendrai tout, je lui laisserai rien. L'enfoiré. Ah. Mais c'est bizarre quand même, là, je ne vois pas le problème. Ah! Tu sais qu'on ne peut rien faire de bien quand on est en direct. Tu sais que c'est prouvé scientifiquement, ça? Mhm. Ouais, bah, Qu'est-ce que c'est- t'as oublié? Qu'est-ce que j'ai oublié? C'est ça la question. 34 millivolts RMS. Qu'est-ce que j'oublie? D'ailleurs, lui, est-ce qu'il voit quelque chose? La même chose que le silo. Alors, qu'est-ce qui ne va pas dans ce montage? Ah, ça devient compliqué. Hein. Pourtant, ça marchait avant. Oui, et là celui-ci fonctionne manifestement. On va tester, on va faire le même test mais en se prenant du côté PCB pour être sûr que les soudures soient bonnes. Mhm. Ouais, j'ai que ça à faire. Il y a que ça à faire. Il a soudé comme un porc. Moriarty. Ils sont gentils les gens, hein. Ah ouais, bah. C'est du test. Hein. Non, c'est correct, les soudures sont correctes. Tu fais jamais des PCB toi-même? Non, j'aime pas. Ah, ici, c'est qu'un prototype. Hein, donc. Qu'est-ce qui a bien pu changer là-dedans? Il y aurait un composant qui aurait changé? Pour quelle raison? Ça, c'est correct. Connectivité. Le diode derrière. Peut-être. Je suis en train de regarder. Aucune note de conductivité. Aïe aïe aïe. Comment cette diode pourrait avoir un problème en fait? Bonne question, je sais pas. Parce qu'on dirait bien quand même, hein. Ouais, c'est ça. T'as surchauffé la diode. Mais comment est-ce possible? Température.
Essaye de l'autre sens. Ouais, j'ai déjà fait les deux dans les deux sens en fait. Ou elle leur fait pas sens dans un sens et dans l'autre. Hein. Et ben là, que chi. Que chi. Pourtant, je suis pas resté longtemps dessus, hein. Tu vois, ça peut suffire à les cramer? Ou c'est à cause de la valeur à la con qu'on avait sur le potentiomètre précédent? Non, je pense pas. Je pense pas que c'est la tension. La chaleur du fer à souder? Peut-être bien. C'est le problème des circuits d'Amazon, ça marche jamais. Faire croire que ça ne va pas pour lancer la terre et inciter les gens de YouTube à aller voir le live. Oh. Bon, est-ce que j'ai essayé de remplacer ces résistances, crois-tu? Allez. C'est diode, enfin, tu m'as compris. Avec un peu de tresse à dessouder. Mais là, ça va être un peu plus compliqué, parce qu'il y en a une dont je me servais de la... Enfin, les deux, je me servais de la patte pour aller jusque... Pied de biche. Au truc ajustable, et l'autre, je me servais de la patte pour aller jusqu'au composant d'à côté. Donc c'est un peu relou, là. Tu vois? Ouais. Pied de biche, pied de biche. On ne dit rien, on essaie de concentrer. Moi, j'ai jamais réussi à ça, la tresse à dessouder. Ben, moi, je n'y arrivais pas jusqu'à trouver de la étamée. Et celle qui a une allure de cuivre, là, c'est juste rien faire avec ça. J'ai un ami qui m'en a une fois sorti, il me dit tiens, essaye, hein. Ça marche très bien, qu'il dit. Ouais. Ouais. J'ai galéré pendant 5 minutes, je suis allé dans le coffre de ma bagnole, j'ai sorti ma pompette à dessouder, et allez hop, j'ai dit ça va beaucoup mieux. Bon, ça fait pas tout le boulot non plus, hein, en général. Mais c'est efficace. C'est efficace, ouais. Là, ici, ça me nettoie, mais je peux pas sortir les composants tels quels, si tu veux. Où est-ce que j'ai une pique là-dedans J'avais ça sous la main. Ah, je vais pas l'avoir. Bien. C'est que j'ai peu d'accroches, en fait, pour les tirer, pour les sortir. Le petit tournevis de précision. Ah, là, c'est vraiment trop petit, mais peut-être avec une aiguille. Ah. Oh. Il faudra arriver à relancer ça. Celui-là, il va où? Ah ouais, il s'encourt assez loin quand même. Il faudrait que j'arrive à le dessouder d'abord. C'est ça emmerdant. Mais je retiens que les deux devaient aller là. Voilà, c'est ça. Ouais, parce qu'il faut se souvenir aussi de comment c'était fait hein, pour mettre les suivantes. Une dans un sens et une dans l'autre. Ouais, mais ça va au même endroit. Ouais. C'était quoi pour la charge et la décharge du condensateur, je crois, non? Je suppose que c'est ça que c'est censé régler. Mais je vais t'avouer que je suis pas certain. Pom pom pom. Tu meubles? Bah oui, hein. Il y a de la musique, ne t'inquiète pas. Non, ça va, ouais, je me tracasse pas. Hein. Je regarde en même temps les bêtises que tu fais. Quelle bêtise? Donc, bah... Où ça, des bêtises? C'est bien pratique ce support là, circuit imprimé. Ah, j'aime beaucoup ce truc-là. Je suis vraiment tombé amoureux de ça. Moi aussi. Alors, par contre, on va les tester hors circuit. Oh bah ça coûte pas cher, hein. J'avais donné le lien sur Amazon, je crois même que je l'ai mis sur la fiche de l'émission. Oh, je l'ai acheté chez Microselect. Non, chez Fissette à Liège. Je passais par là et puis je dis tiens... Ah, elles sont momentanément décédées, il faut rappeler plus tard. Ouais, hein, on dirait, hein. Vas-y sur le catalogue Ikea. C'est quand même bizarre. Alors c'était quoi? Alors vous faites quoi? AN4148, non? Ah, c'est courant ça. Oh, je crois, hein, je sais pas. Attends, je vais regarder. Je pense que, si t'es gentil, j'avais mis le schéma.
Ah oui, 41-48, c'est ça. Je pense que c'est celle-là. Hop, j'en mets une flopée. Alors, Ganin, qu'est-ce qu'on fait? On répare un système qui permet la régulation en signal PWM d'un ventilateur de PC. Donc l'alimentation étant 12 volts et que le signal PWM étant 5 volts. Oui. On a fait une petite adaptation au lieu de mettre un régulateur. Et ici on corrige le petit bug de la diode un peu fouchtra. On va dire ça comme ça. Ouais, sauf que là, ce qui m'emmerde, c'est que quand je teste les nouvelles, là, ça me fait le même résultat. Ah, Qu'est-ce que c'est mauvais que cette histoire? multimètre. Ouais, Qu'est-ce que attends. c'est que ce multimètre? Bah, je me suis mis en test de job, si tu veux. Test Ouais. de- Ah putain, ça se trouve, ces jobs n'ont rien, mais c'était pas le problème. Et pourquoi j'ai pas de conductivité, là? Tes pointes de touche, elles sont au bon endroit. Il n'y a pas un truc spécifique pour le test diode sur le multimètre. Non, c'est au bon endroit. Non. D'ailleurs, regarde. Ouais. Oh, c'est étonnant ça. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y a un truc qui va pas. C'est pas normal du tout, on est d'accord, hein? Bah oui, parce que même que tu le mets en test diode, tu dois avoir un sens passant. Et dis, question de balle. Oui. J'ai vu que t'avais monté un testeur de composants. T'as pas envie de l'utiliser peut-être? Ça teste pas les diodes. Bah si, ça teste le diode. Non? Attends, j'aimerais comprendre ce qui se passe ici. Ici, j'arrive à mesurer une résistance très élevée dans un sens et pas dans l'autre, par contre, tu vois. Ah, Midator, il dit, je le redis, mesuré en litres. T'as vu, dans ce sens-là, j'ai 1,8 mégaohm. Ah ouais. Dans le Donc ça, sens c'est le qui est sens inverse. Et dans l'autre sens, t'as rien. Ah bon? C'est pas ultra chelou, ça? Si. Dans moi, des diodes, c'est passant dans un sens et passe pas de l'autre. Je sais que cette histoire. Alors, c'est bien la bonne référence, celle-là. Qu'est-ce que ça raconte? Oh là là, c'est difficilement lisible. Un Allô? N, 41, 14, 48. 48. Ah oui, 41, 48. Si, c'est ça. Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Tu comprends quelque chose, toi? Non. C'est mon multimètre qui déconne ou bien? Attendez, à N41-48, ça doit passer à l'aise, hein. Regardez si j'en ai pas une sous la main. Si. Et l'autre me fait la même chose, 1,8 mégaohm dans un sens, machin. Ça se trouve, elles avaient rien du tout, hein. C'est mon multimètre qui déconne ou moi qui déconne. Mais il me trouve pas la conductivité, ce qu'on-là. Il y a quelque chose qui va vraiment pas avec ton truc. Je comprends pas. T'as pas une autre diode pour essayer quelque chose que de... Fallait une grosse diode, à N4001 ou quelque chose dans le genre, quelque chose Ah de si. diode. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Ah, j'ai de la grosse diode, là, tu vois. J'ai de la Ah, grosse diode de chantier, là. La diode de chantier. Ah ouais. Alors, là, rien. Là non plus. C'est une blague. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Teste pas l'ohmètre, voir, tout court. Allô, mettre celle-là? Ouais. Attends, je sais pas, 60K. Bah non, hop, putain, en méga. Oh, c'est haut, hein, mes gars. Bah l'autre me faisait 1 méga 8. Et ici, ça me fait 2 méga 3 dans ce sens-là. Ouais. faut que tu diminues l'échelle, elle doit être passante de l'autre sens. Et dans l'autre, elle doit être passante. Ouais, il y en a un qui dit elles sont bonnes, les batteries de ton multimètre. Là, ça fait rien, ça mesure rien dans les deux sens. Dans le sens contraire, c'est bon, quoi. Eh ben, on n'est pas sorti de l'auberge, hein. T'es dans la merde. Y'a plus rien qui va. Bon, je veux bien l'effet Bonaldi, tout ce que vous voulez. Mais au bout d'un moment, faut arrêter de pousser mes mains dans les orties quand même. Ah oui, teste une résistance comme Oui. Scalen. Quoi? Scalen, il dit teste un peu une résistance toute seule. Attends, hop, qu'est-ce que j'ai ici? On a fait avec le potard, donc c'était juste. Bah oui, on l'a fait avec le potard. Bon, je vais essayer de pas me cramer les doigts direct. J'ai soudé une petite diode sympathique aussi. Tant qu'on y est.
Non, mais c'est un truc de malade, ça. Oui, j'ai bien mes... Ouais, vous voyez pas, évidemment. J'ai bien mes 100 ohms, non, y a pas de problème avec le test de résistance. Ouais. Et lui va me trouver une conductivité. Ah tiens, il me dit 100 ohms en mode conductivité, il me dit 100 ohms, c'est rigolo ça. On peut tester comme ça de manière rapide. Oui, hein. Ah, sympa, j'ignorais. Le test diode, c'est un peu comme le test de résistance. Hein. Mais pourquoi il trouve rien sur la résistance? Sur la diode, pardon. Attends, c'est un truc de malade ça. Il faut que je comprenne. On va mettre quoi pour une diode de celle-ci? Elle doit être à 1 volt quelque chose. Si je mets 1 volt, est-ce que ça s'illumine? On va faire les tests, hein? Allez. Non. Voilà, à 2 volts, elle s'illumine. Bon. Mettons Bon, un multimètre. que je un mets cette diode-là. Dans ce sens-là. Ça passe presque pas. Ah, en fait, il y a un drop de jus. Et là, il n'y a rien du tout. Ok. Là, c'est juste parce que la diode, ça drop du jus, forcément. Mais on voit que ça laisse passer le courant. Et dans l'autre sens, voilà. Donc ces diodes fonctionnent en fait, hein. La A1 4148, moi quand j'en teste une ici, j'ai 24 ohms dans un sens et j'ai un infini de l'autre. C'est merveilleux. Et si C'est tu vois les merveilleux. multimètres que j'utilise, tu rigoleras un coup. Bah écoute, du coup, il doit être mieux que le mien, hein. Non, je me demande s'il est pas aussi vieux que moi. Il est mieux que le mien quand même, parce que le mien, il dit rien, lui. Alors que je vais me tester une diode que j'ai dessoudée, elle fonctionne. Tu veux entendre une vieille marque de de multimètre? Un Micronta. Micronta, Ok. ça ne se vend plus. Je vais les jeter quand même, parce que je les ai chauffés, en fait, hein, ces diodes. Mhm. Donc je vais remplacer, mais en fait, mon multimètre, il déconne avec ça. Hein. Mais les diodes fonctionnent. Alors là, je comprends pas, là. Ouais, quelque chose qui est pas logique. Non, du tout. Alors, quelque chose qui va pas dans ce multimètre, hein. Moi, je veux bien beaucoup de choses, mais ça n'est pas logique, hein. Le problème, il est entre la chaise et le bureau. Chut, faut pas le dire. Ah oui, non mais d'accord, mais alors tu m'expliques pourquoi. Au moins que j'apprenne quelque chose, tu vois. Que je me fasse pas juste insulter. Bah, je sais pas. Ah, bon. Alors, si en commentaire sur YouTube, vous avez compris pourquoi ces diodes qui fonctionnent parfaitement ne donnent des résultats chelous avec le test de conductivité de ce multimètre, surtout dites-le moi, que j'apprenne un truc. Là, j'aimerais vraiment bien comprendre, là, parce que ça va un peu me rendre fou quand même. Youp là. Je sais bien que je fais souvent de la merde, mais quand j'ai raison, j'ai raison. Alors, merde quoi. Ah, j'ai trouvé une photo. C'est con d'avoir démonté alors que ça fonctionnait du coup, mais je pouvais pas m'attendre à ce que le résultat de ce multimètre soit délirant. Une photo de quoi t'as trouvé? De ton multimètre? Ouais. Je vais pas pouvoir la partager là par contre. Je suis pas lancé ta bureau. Non, non, truc. Tu Ça l'as te mis sur donne. le Slack? Pas sur le... Pardon, sur le chat. Sur le chat? Bah, pour Sur montrer le aux Slack? autres. Sur le Sur le Slack, pour comme ça tu montres que ceux, Oh, ceux qui mais nous soutiennent. on peut mettre un lien? Sur le Slack, oui. Non, mais sur le chat. Si t'es VIP seulement. Bah, je suis VIP. J'ai presque le même multi, j'ai toute la partie résistance qui ne fonctionne plus, tiens donc. Est-ce qu'il y Attends, aurait je un vais chercher. défaut? Je lis un l'image. Pourtant, en test dans ce fameux test de conductivité de diode là, putain, c'est long. il mesurait bien ma résistance. C'est long le link. Qu'est-ce qui est long? Mais bon. Le link. Le lien. Attends. Oui, je comprends pas pourquoi tu me dis c'est long le lien, ça veut dire quoi ça? Voilà. Ah oui, effectivement.
C'est dans les... je ne veux pas dire dans les premiers, mais c'est déjà des modèles qui sont déjà full automatiques. La vache. Ça m'étonne qu'ils soient pas notés CCCP là-dessus. Pas loin. Pas loin, hein. Pas loin, pas loin. Où est-ce que j'ai mis ça? Voilà. Voilà. Et voilà. Comme ça, tu auras l'occasion de le voir après. Bon, du coup, retour à la case départ, hein. Mais on va tester quand même, puisque avec l'effet du direct, on sait jamais si ça fonctionne ou pas. Je comprends, hein. Ghost, t'as pas encore vu toutes les antiquités de vie. Et il va nous en montrer, vous inquiétez pas, il reviendra. J'ai encore des multimètres à lampe. Oh là là, ça des doit être petits, bon ça aussi. des petits portables, pas portables, transportables. C'est ça, la nuance est importante quand même. Oui, ça change la taille. Mais c'est des appareils que j'utilise encore couramment. Hein. C'est pas parce qu'ils sont vieux qu'ils sont obsolètes. Hein. Que du contraire. Ah, ça monte. Ouais, mais la valeur est toujours pas normale. Attends, je coupe cette capture pour pouvoir faire un autoscale, voir un peu ce que... s'il arrive à trouver quelque chose ou non. Je me sens jeune du coup. C'est vrai, quand je sors des vieilleries, c'est... Non, c'est pas correct, hein. J'ai un autre appareil qui va, à mon avis, la semaine prochaine qu'on va découvrir, qui est de 1966. On a des dates exactes en plus. C'est pas normal du tout ce qui se passe. C'est toujours le même truc en fait. T'aurais pris un microcontrôleur, c'est déjà fini. Hein. Oui. Ah non, j'étais pas là au moment de la découverte d'électricité, non. Il était occupé ailleurs. C'est pas lui qui pose problème. Alors, qu'est-ce qui pose problème? C'est un mystère. Ça est un mystère qui est mystérieux. Ouais. Ouais, hein. Et t'es sûr que t'as pas une soudure qui est foireuse quelque part? Parce que si tu dis que t'es en poussant dessus, c'est peut-être pas le potentiomètre. C'est ce que j'essaie T'as de pousser sur une dénicher. soudure. C'est ce que j'essaie de dénicher. Repasse une fois tous tes points de connexion. Ouais, on va essayer ça. On aura peut-être plus de chance. Oh la vache. Oh. Ça va aller. Et respire, tout va bien. Ah, salut Julien. Salut. Je viens d'arriver. Donc pour Julien, ben, on dépanne le régulateur PVM du ventilateur. Et il accuse les pauvres petits Chinois avec ça. Non, pas les Chinois, on n'attaque pas les Chinois. Ils sont gentils les Chinois. Si on les aurait pas, ben, on n'aurait pas de technologie. Ou alors ça coûterait trop cher. Ouais, ça coûterait trop cher. On n'aurait pas à ce prix-là. On n'aurait pas des beaux multimètres automatiques. Ouais, du genre qui savent pas mesurer correctement une diode. Alors si, je t'ai donné les valeurs. Quoi? Je t'ai donné les valeurs. Hein, non, je dis mon multimètre, il sait pas tester une diode. Du coup, il éteint. C'est quand même merveilleux. Ah, je l'éteins. Il m'a vexé. Il m'a vexé. Ah non. Je suis tombé sur un schéma du testeur de composants du pauvre avec l'oscilloscope 2 voies. Pour une fois que t'essayes, tiens ça. Là, il y a un problème, je crois. Et là, tu peux tester les diodes, voir leurs caractéristiques de courbe. Je crois que j'ai trouvé un problème. Ah. Si je ne m'abuse. Il manquait une soudure. Je crois. Mais bon.
À savoir, hein. Heureusement, Trump est là pour équilibrer les forces du monde. Oh non. Oh non. Non. Ça Non, va non. aller, merci. Là, ça va plutôt aider à ce que le monde parte en... Mais bon, Et ça, tu mesures, hein. te trompe pas de peine. Hein. Ouais, mais je sais laquelle je teste. Parce que je veux tester autre chose en même temps, je me sers de lui comme un multimètre. Alors, verdict? Ouais, hein, ça change rien. C'est une blague. Alors, dis-moi à quoi est connecté le pin numéro 7 du circuit intégré 555. Ah, rien du tout. Le numéro Dans le 7, t'es schéma. sûr? Dans le schéma que tu m'as envoyé, il n'y a rien du tout. C'est le... Attends, je vais l'agrandir. Parce que... Attends, Si, je voilà. l'ai aussi Ah, ici, si. en fait, je crois. Il y a une résistance, pardon. 1 kilo. La hein. résistance optionnelle. Ouais, qui va mais je l'ai au mise quand même, pin je pensais que je l'avais 4. pas mis celle-là. Et Qui elle va au va... pin 4 et l'alimentation. 4 et alimentation. Ah oui, Ouais. hop, ici on a le pont de la pin 4. Je vais Elle dire est ça. optionnelle. Ici on a le pont de la pin 4. Et donc ici, hop, ça doit être la ligne d'alimentation. Oui, parce qu'elle arrive ici avec cette résistance. Ok. Voilà. D'ailleurs, est-ce que j'ai bien ça? Ça, je peux tester. J'ai la masse Allez, en un bas. petit test. J'ai la masse en bas. Et ici, je dois avoir... Voilà, les 5 volts quasiment. Ok, donc ça, jusque-là, ça, j'ai... Les 5 C'est un volts. bon début. Sur la pin 4, tu as du 5 volts. La pin 4 et la pin 8. Pin 4, Attends. oui. Pin Ok. 8, oui. Pin 7, ben j'ai une résistance entre les deux. Alors, Julien, je suis en train de discuter avec la fondation Répare Café pour faire un wiki réparation. Ouais. Ils comptent sur nous. Ouh. Quoi? Il est en train de discuter avec la fondation des Répare Café pour faire un wiki réparation. Ah bon? Ouais. Je sais pas. Qu'est-ce que je pourrais tester là-dessus? Ça enlève. Attends, je reprends le schéma. Donc ici, bah, ma pin du signal elle est où là? Elle est là. Elle s'en va où? Ah ça c'est un faux machin. Alors, la pin 6, elle va aux 2 diodes. Et au condensateur. Ah, c'est celui-là le signal, ouais. Pourquoi j'ai presque rien en sortie? Il y a quelque chose qui va pas du tout là. Ouais hein. Et pourtant l'autre fois ça avait marché. Ouais, tout à fait. Attends là. Ça c'est les entrées. Et condensateur. Condensateur et masse. Parce que c'est étonnant quand t'as dit Oui, tout à l'heure que c'est t'as moi. poussé. Ouais, je le vois. Non, Quand je t'as poussé regarde. pour que ça fonctionne. Ouais. Et ça c'était le... Je l'ai mesuré ça, c'était le potentiomètre ajustable qui était pourri. Donc j'ai condensateur ici, hop, entre masse et hop, le côté où il y a les deux diodes justement tout mergué d'ailleurs. Hop, qui s'en va à cette pin 6, ouais c'est logique. Et à la 2 aussi. Est-ce qu'il ne doit quand même pas y avoir une charge entre la sortie et la masse? Parce que bon, ici t'as une résistance avec une LED qui fait quand même une charge sur le circuit. On n'en a pas eu besoin jusque là. Pourquoi maintenant il Ouais. en faudrait? Ouais, c'est vrai. C'est ça la... J'ai dit une bêtise. Ouais. Il n'y a pas de raison que le circuit intégré est un problème. Ah non, parce qu'en 12 volts, ça résiste. Et attends voir, je devrais pas pouvoir capter un signal à la sortie de ce potentiomètre ajustable, Si. puisqu'il y a un Il doit avoir le condensateur signal de là. sortie. Il devrait y avoir quelque chose, non?
À la sortie du potentiomètre, tu dois avoir la sortie signal. C'est ce qui revient sur Ah, c'est le le... même, oui, c'est pour sur ça le que je 3. mesure la même chose. Bah oui, bah c'est logique du coup. Mais au condensateur, je peux pas pouvoir mesurer une variation. Si, une charge et une décharge, normalement. Est-ce que est-ce qu'il peut le capter ça? Oh oui, Oula, tu prends la pin 2 et hop, c'est parti. Hein. la pin 2. Bah, sur le circuit intégré, il vient en pin 2, entre la masse le 1 et le 2, qui est le condensateur. Pas... Oui, si, c'est là qu'il est condensateur. Oui, oui, tout à fait. Donc c'est bien ça que j'avais pris là, ici. Hop, pin 2. Ouais, bah ça me donne un truc dégueulasse. Aïe. Dégueulasse. Ah ouais, c'est des parasites en fait. En modifiant la période, tu vois rien de plus, tu sais. Regarde, je te montrerai. Donc je ne vois pas de décharge de ce condensateur, je vois juste du bordel, tu vois. Ah ouais. Alors, comment je peux voir juste du bordel là-dessus? Il ne devrait pas y en avoir. Bon, de l'autre côté, c'est la masse, donc il ne devrait pas y en avoir, en effet. Mais là, j'ai juste la masse de l'autre côté de ce condensateur. Hein. Mhm. Et, hop. Ça est un mystère qui est mystérieux. Lui, il s'en va là. Bon, je pense qu'en tout cas que c'est assez pour ce soir. Et qu'on verra une autre fois, parce que là, pour le coup, on n'arrivera pas à aller assez vite à débugger ça. Mais on fera sans doute un EVF. Mais en attendant, donc, je vais clôturer l'épisode YouTube. C'était le 50e. C'était le 50e, quand même, mine de rien. N'hésitez pas à aller voir notre site internet studiorenegade.fr pour voir tout ce qu'on produit et beaucoup d'autres choses. Et surtout, nous aider. Nous aider, on a besoin de vous parce qu'il y a un compte Tipeee Studio Renegade. Vous êtes nombreux à donner, mais le compte Tipeee a un peu baissé ces temps-ci et il est nécessaire afin de payer le studio où sont produites la plupart des émissions à Bordeaux. Et nos frais aussi pour arriver à faire des émissions de qualité. Donc n'hésitez pas à nous soutenir, allez voir ce qui s'y fait. Merci Cyberfun d'avoir été là. Mais de rien. Merci à tous les gens de la chatroom. Évidemment, comme d'habitude, vous connaissez les bails, hein, on clôture l'épisode ici, mais après je vous mets la compilation et on revient un petit coup avec vous. Mais vous qui êtes sur YouTube, c'est fini pour vous. À ciao. Bisous. Et un petit pouce, hein. Un petit pouce sur le YouTube. Et ça fait plaisir, ça aide vachement. Merci. Bye. Et rebonjour petit Eratom. Alors il nous aurait pas fallu longtemps après avoir coupé cette émission, environ 5 minutes, pour se rendre compte, pour avoir des gros doutes et tester des trucs et se rendre compte qu'en fait le 555 timer a l'air cramé. D'une façon dont je m'explique pas, parce qu'en fait juste avant le live, il fonctionnait puisque on avait le problème avec le potentiomètre ajustable, mais je vous avais dit que quand je poussais un peu dessus, il redevenait à la normale, donc il suffit de le changer. Et je ne sais pas à quel moment pendant le live je l'ai cramé, mais donc si vous êtes extrêmement curieux et que vous voulez un bon point et peut-être un sticker un jour, vous pouvez vous refaire tout l'épisode, toute la vidéo, pour essayer de comprendre à quel moment j'aurais cramé ce 555, et si vous le trouvez, vous me le dites en commentaire de la vidéo. Mais en tout cas, voilà le résultat, on a un signal... C'est quand on lui a dit tape au marteau. Ah, ça va être ça. PWM, voilà, qui varie beaucoup plus que prévu, ce qui est normal, ce qu'on avait fait dans ce précédent épisode. Alors oui, le signal n'est pas super propre, ce qui est normal avec un 555 pour faire ça... Qui Voilà. n'est pas la base prévue pour. Mais bon. Voilà, mais ça suffit largement pour piloter un ventilateur qui fait n'importe quoi chez vous, ce qui est normal avec la prise de vue, fréquence de rafraîchissement de la caméra, tout ça machin, mais vous voyez que la vitesse du ventilateur varie avec le signal PWM. T'as pas trop froid? Ça ventile un peu quand même. Bon, en tout cas là-dessus on va se laisser, l'Eratom est terminé pour aujourd'hui. Bye bye. Hey baby, wake up from your sleep. We have arrived onto the future and the whole world is become electronic, supersonic, supersonic, electronic.